Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cela se passe au début du Second Empire, puisque nous sommes le 29 janvier 1857. Il est 11h du matin dans une salle d'audience du Palais de Justice de Paris. Et regardez-le, cet homme grave, avec les traits tirés qui s'avance maintenant face à ses juges. Il s'installe bien malgré lui au banc des accusés, cet homme corpulent, à l'épaisse moustache au regard gris. Cet homme que certains déjà désignent du doigt, c'est Gustave Flaubert. Il est accusé d'avoir offensé la morale publique et la religion dans son premier roman jamais publié, Madame Bovary. Madame Bovary qui vient de paraître sous forme de feuilleton dans la Revue de Paris. Aux côtés de Flaubert, sur le banc des prévenus, se trouvent deux autres accusés, Auguste-Alexis Pillet, qui est l'imprimeur, et Laurent Pichat, qui est le gérant de la Revue, qui vient donc de publier Madame Bovary. Quelques jours plus tôt, dans une lettre, Flaubert a dit, masquant mal son indignation, « J'honore donc de ma présence le banc des escrocs ». Il le vit plus que mal, et on se met à sa place. C'est assez effrayant ce qui est en train de lui arriver. La salle est comble. Il y a là tout ce que Paris peut compter de journalistes, de critiques. Et puis bien sûr, il y a les amis de Flaubert qui sont venus le soutenir. Il faut dire que ces temps-ci à Paris, on parle énormément de cette Madame Bovary. Tout le monde l'a lu, la lit, ou veut la lire, résume Flaubert dans une lettre adressée à son frère un petit peu avant le début du procès. Alors, que raconte ce roman? Que lit-on dans cette Madame Bovary qui met la capitale en émoi? C'est l'histoire d'Emma Rouault, qui est la fille d'un riche fermier, qui va épouser Charles Bovary, un petit officier de santé, personnage médiocre, sans ambition ni personnalité. Et tout ça, évidemment, est terrible pour sa jeune épouse, qui devient donc Emma Bovary, et qui, elle, rêve de grandes choses. Elle rêve de passion, de luxe, de vie romanesque. Et peu à peu, c'est l'ennui, c'est ce qu'Ex-Braya appelait les douceurs provinciales, mais c'est surtout la mélancolie qui la gagne. Elle va finir par tromper son mari pour mettre du piment dans son existence et puis par dilapider l'argent du ménage avant de s'empoisonner en avalant de l'arsenic. Inutile de vous dire que le livre déplaît fortement à la bonne société de l'époque. On est, encore une fois, dans l'installation de ce régime du Second Empire, qui est tout à fait dans sa période autoritaire. C'est la première partie du Second Empire. Les valeurs bourgeoises, religieuses triomphent partout. Et bien entendu, veille la censure. Sur le banc des accusés, que lui-même appelait donc le banc des escrocs, Flaubert attend donc avec inquiétude le réquisitoire du procureur qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Ernest Pinard. Il a peur d'être condamné, Flaubert. Il risque gros dans cette affaire. Déjà, il pense à ce qu'il appelle son cachot. Alors, il faut reprendre, si vous le voulez, cette affaire à son début. À l'origine de Madame Bovary, il y aurait une blessure de jeunesse. On est en 1849. À l'époque, Flaubert a 28 ans. Il vient d'achever un récit, La Tentation de Saint-Antoine. La Tentation de Saint-Antoine, c'est un peu le Faust à la française, si vous voulez. Il est dans sa maison normande, sur les bords de la Seine, et tout à sa joie, il invite deux amis à venir l'écouter lire son œuvre. Parmi eux, il y a Maxime Ducamp qui va raconter cet épisode dans ses mémoires, ce qui nous permet de le connaître. La lecture dura 32 heures, dit-il. Pendant 4 jours, il lut sans désemparer de midi à 4 heures, de 8 heures à minuit. Le lyrisme, qui était le fond même de sa nature et de son talent, l'avait si bien emporté qu'il avait perdu terre. Nous ne disions rien, mais il lui était facile de reconnaître que notre impression n'était pas favorable. Le soir même, Flaubert, frappant sur la table, nous dit « À nous trois maintenant, dites franchement ce que vous pensez. » Louis répondit « Nous pensons qu'il faut jeter cela au feu et n'en jamais reparler. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous imaginez l'abattement de Flaubert. Ses amis, à ce moment-là, lui auraient suggéré d'oublier les romans héroïques, les sujets nobles, etc., de mieux retenir ses élans lyriques et de faire plus simple, plus vrai.
Et finalement, pourquoi pas parler de cette affaire de Lamar, ce fait divers qui vient de défrayer la chronique normande. Une jeune femme de 26 ans, mariée à un officier de santé, un ancien élève du père de Flaubert d'ailleurs, cette femme se suicide après une vie un peu trop tumultueuse. La matière de Madame Bovary est là. Et ce n'est cependant qu'après tout un détour, après bien des réflexions, après un voyage en Orient, ce n'est qu'après tout cela que Flaubert va s'installer à son pupitre en Normandie auprès de sa mère et de sa nièce et s'atteler à ce travail colossal. Je cite Pierre Geoffroy, « En 5 ans de travaux forcés, entre guillemets, l'expression est de Flaubert lui-même, 1768 feuillets sont noircis. Il n'en subsistera à la fin que 400, les corrections s'accumulent, les surcharges, les coupures. Dans l'après-midi, c'est l'épreuve du gueuloir. Flaubert appelle ainsi l'allée de Tilleul, où il déclame sa prose quotidienne en marchant. Tout ce qui ne résiste pas à cette audition personnelle est rigoureusement sabré. Flaubert est l'homme des coupes claires. Il va sublimer complètement ce fait divers normand. Il y mêle d'autres empoisonneuses, d'autres procès, d'autres femmes infidèles. Bref, Madame Bovary emprunte à tout le monde. Elle emprunte aussi quelques traits aux femmes de la vie de Flaubert, Laly Foucault notamment, Élisa Schlesinger, et puis Louise Collet, bien sûr. Henri Troyat raconte dans sa biographie, je le cite, « Le tout se conjugue dans son esprit jusqu'à former un personnage unique qui ne ressemble à aucun de ses modèles, mais à les nerfs, le sang, les élans d'âme de son auteur. Oui, Flaubert a bien raison de dire « La Bovary, c'est moi », Emma Bovary, c'est le combat tragique d'une âme éprise d'idéal qui se heurte aux banales exigences de la vie en province. Flaubert a trop souvent ressenti cet antagonisme pour ne l'avoir pas exprimé avec force en changeant de sexe. Lui aussi vit en bourgeois et rêve en poète. Des années donc, d'un travail acharné, ça y est. Le poète s'apprête à livrer Madame Bovary en pâture à un public qui n'attend que cela, mais à l'époque, au moment où il met le point final à son grand récit normand, il est bien loin d'imaginer le scandale qui l'attend. Au printemps 1856, Gustave Flaubert envoie son texte à son ami Maxime Ducamp, le même qui l'avait découragé sur la tentation de Saint-Antoine, Ducamp qui se trouve être un des fondateurs de la Revue de Paris. Flaubert, à ce moment-là, a vendu son roman pour 2000 francs. Le roman doit être publié sous forme de feuilleton, si tout va bien. Quand même, Flaubert est inquiet. « J'ai vécu dans une sérénité d'art parfaite tant que j'ai écrit pour moi seul, dit-il. Maintenant, je suis plein de doutes et de troubles. » Et la vérité, c'est que Flaubert n'a pas tout à fait tort de s'inquiéter. On a reçu le texte à la Revue de Paris, bien entendu, et en le lisant, à mesure qu'on découvrait les feuillets, on s'est mis à trembler, parce que cette publication, cette Revue de Paris, déjà jugée un petit peu trop libérale par le nouveau régime de Napoléon III, cette publication est très surveillée, et on se dit que les aventures d'Emma Bovary pourraient tout simplement entraîner sa fermeture. Alors Maxime Ducamp va prendre sa plume la plus diplomatique pour réclamer à son ami Flaubert quelques coupes utiles. Et dès lors, c'est un véritable bras de fer qui s'engage. Et au fil des numéros, la Revue de Paris va d'elle-même supprimer un certain nombre de passages qui lui paraissent impossibles. Et là, Flaubert est furieux. Il est tenace, il défend son texte corps et âme. Ses coupes, parce que lui-même en avait déjà tellement commis de coupes pour aboutir à son texte final. Ses coupes le blessent, le mutilent lui-même. Et puis, il y a ces rumeurs qui commencent à parler de poursuites judiciaires. Alors, il se méfie quand même. Et il prépare sa riposte. Il en appelle à toutes ses connaissances. Il s'arrange pour rencontrer les personnalités les plus influentes qu'il connaisse. Le ministre de l'Instruction publique, le chef de la police en personne. Il revendique ses soutiens. Des personnalités mondaines, bien entendu, des hommes de lettres, comme Lamartine en personne. Il évoque sa stratégie de défense dans une lettre à son frère Achille. Je le cite. « L'important était et est encore de faire peser sur Paris-Rouen. Les renseignements sur la position influente que notre père et que toi as eu et a à Rouen sont tout ce qu'il y a de meilleur. On avait cru s'attaquer à un pauvre bougre, et quand on a vu
que j'avais de quoi vivre, on a commencé à ouvrir les yeux. Et Flaubert va plus loin. Tâche de faire dire habilement qu'il y aurait quelque danger à m'attaquer, à nous attaquer à cause des élections qui vont venir. Flaubert revendique donc son statut social, l'influence de sa famille. Il est convaincu que son roman n'est en vérité qu'un prétexte du régime pour attaquer cette revue de Paris qui par ailleurs déplaît. Il a l'impression que, en s'arrangeant bien, il va réussir lui-même à échapper au procès, tout ça va s'apaiser. Seulement, la mauvaise nouvelle finit bien par tomber. Et oui, Gustave Flaubert est convoqué au tribunal. Et le 29 janvier 1857, c'est ce que je vous disais pour commencer, s'ouvre donc le procès. Alors d'abord, il y a ce réquisitoire d'Ernest Pinard. Face à l'auditoire, Pinard résume le roman qui, dit-il, pourrait aussi bien s'appeler « Histoire des adultères d'une femme de province ». Il dénonce d'emblée le réalisme cru des descriptions, la sensualité trop grande des scènes d'amour. Et pour le prouver, il cite le roman, comme cette scène entre Emma et l'un de ses amants. Je cite donc Flaubert, ou plutôt Pinard citant Flaubert. Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. Elle allait sur la pointe de ses pieds nus, regarder encore une fois si la porte était fermée, puis elle faisait d'un seul geste tomber ensemble tous ses vêtements, et pâle, sans parler, sérieuse, elle s'abattait contre sa poitrine avec un long frisson. Mais pour Ernest Pinard, il y a pire encore que ce corset qui siffle autour des hanches. Il y a, tenez-vous bien, la glorification de l'adultère. N'est-elle pas ravie, Emma, lorsqu'elle rentre chez elle? Vous connaissez cette scène extraordinaire et magnifique et qu'elle se dit « J'ai un amant, j'ai un amant ». Le procureur cherche ensuite à montrer l'offense religieuse et notamment, il va citer la célèbre scène de l'extrême-onction à la fin du roman. Le prêtre se releva pour prendre le crucifix. Alors, elle allongea le cou comme quelqu'un qui a soif, et collant ses lèvres sur le corps de l'homme-dieu, elle y déposa de toute sa force expirante le plus grand baiser d'amour qu'elle eût jamais donné. Entre parenthèses, ça donne tout simplement envie de relire Madame Bovary, mais le procureur Pinard, lui, voit rouge, si je puis dire. Il dénonce un mélange inacceptable de sacré et de voluptueux. Mais ce qui lui est le plus insupportable, finalement, c'est que Flaubert ne punisse pas Emma, ou la punisse si mal. Elle meurt, certes, mais au moment qu'elle a choisi, et dans tout le prestige de sa jeunesse et de sa beauté. Ce qui, d'ailleurs, va faire écrire à Emmanuel Pierrat dans « Accusez Baudelaire, Flaubert, levez-vous », que dans le fond, Flaubert est, je le cite, traduit devant les tribunaux parce qu'il n'a pas instruit le procès de ses personnages, se contentant de montrer, de dévoiler, de fouiller la conscience humaine. C'était peut-être un tout petit peu tôt pour le faire, et Dieu sait que 30 ans plus tard, bien d'autres vont s'y essayer, avec beaucoup moins de risques que Flaubert, mais en 1857, c'est encore un énorme problème. On ne brise pas aussi facilement, on ne peut se hasarder à briser impunément les tabous de la bourgeoisie triomphante. La parole, maintenant, est à la défense, on fourbit les armes du côté de Flaubert, mais le moins qu'on puisse dire est qu'on a encore énormément de travail à faire pour faire admettre, pour faire accepter ce qui à l'époque est inacceptable. Alors après le procureur Pinard, voici l'avocat Senard. Maître Jules Senard est l'avocat de Flaubert et c'est son tour maintenant à ce ténor du barreau d'entrer en scène. Plaidoirie magnifique de 4 heures. On pose le décor, l'accusé vient d'une famille normande renommée, son œuvre est profondément utile, elle est morale, elle est fidèle à la religion, et pour en donner des preuves, on cite la déchéance d'Emma, et bien sûr la scène finale où elle expie ses péchés dans la mort. Mais le fait que le procès doive rester sur ce terrain des bonnes mœurs est peut-être en soi déjà une victoire pour le camp adverse et pour la société pudibonde qui a mis Flaubert sur le banc des escrocs. S'il veut gagner l'écrivain, il va être obligé d'en passer par une certaine hypocrisie. Et en sortant du tribunal, il n'en jubile pas moins. Il écrit à son frère « La plaidoirie de Maître Senard a été splendide. Il a écrasé le ministère public qui se tordait sur son siège. Nous l'avons accablé sous les citations de
de Bossuet, de Massillon, sous les passages graveleux de Montesquieu, etc. La salle était comble. Oh, c'était chouette et j'avais fière balle. Le 7 février 1857, tombe le verdict, Flaubert et les deux autres prévenus sont acquittés. L'écrivain, malgré tout, va recevoir un blâme, accompagné d'une immense publicité que lui a offerte la société, le ministère public. Alors même s'il gagne son procès, Flaubert tout de même sort très amer de toute cette épreuve. Il est écœuré par ses contemporains et va dénoncer dans ses lettres la force de l'hypocrisie sociale. Il pense un temps à reprendre sa vie d'ermite en Normandie, loin du bruit de Paris. Seulement, il a signé un contrat pour la publication de Madame Bovary chez Michel Lévy. L'éditeur attend maintenant son texte de pied ferme. Au mois d'avril, Madame Bovary est dans les vitrines des libraires. 6600 exemplaires, ce qui à l'époque, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, à l'époque c'est considérable. 6600 exemplaires qui vont s'écouler en quelques jours et il va donc falloir aussitôt réimprimer. Le succès est quasiment sans précédent et Flaubert fera plus tard ajouter à son texte le réquisitoire, la plaidoirie et le jugement de son célèbre procès. Franck Ferrand sur Radio Classique. Michel Vinocq raconte la nouvelle vie de Flaubert, devenu grâce à Madame Bovary un écrivain célèbre. Je le cite, « Le nom de Gustave Flaubert est entré dans l'histoire de la littérature. Sa vie change, on veut le rencontrer, on le sollicite, on l'invite. Il fait désormais partie de ces gens de lettres qui tiennent le haut du pavé. » Flaubert reçoit énormément de courriers, de personnalités comme Victor Hugo. Victor Hugo qui déjà, à l'époque, est en exil, bien entendu, mais aussi de toutes sortes d'inconnus qui le trouvent plus ou moins extraordinaire. Il fréquente le monde parisien, mais disons-le, sa vie est en Normandie et il va retourner dans sa Normandie, captivé déjà par son nouveau roman. On le voit déclamer, ça y est, dans le gueuloir, au pied des tilleuls, entre deux baignades dans la Seine. Les journalistes, les critiques s'emparent avec passion de Madame Bovary et l'on continue longtemps de s'écharper sur le sort de cet écrit extraordinaire. Bref, on peut dire maintenant d'Emma Bovary et c'est la revanche de cette femme imaginaire et néanmoins tellement vraie, on peut dire d'Emma qu'elle est de tous les dîners littéraires. Et parmi ses nombreux articles consacrés au premier roman de Flaubert, l'un des plus favorables se trouve sous la plume d'un certain Charles Baudelaire. Baudelaire qui va succéder à Flaubert sur le banc des escrocs, victime à son tour de la vindicte du terrible Ernest Pinard, de sinistre mémoire. Le procureur, on peut le dire, n'a pas apprécié les licencieuses fleurs du mal que vient de produire Charles Baudelaire. Il a peut-être encore moins apprécié les fleurs du mal que les errances désespérées d'Emma Bovary. C'est étonnant de voir, d'une certaine manière, à quel point la société de l'époque, la société de ce milieu du 19e siècle, qui voulait absolument condamner les écrits les plus magnifiques, les plus inspirés au prétexte des bonnes mœurs, aura en même temps été la société qui aura permis à ces œuvres d'advenir et qui les aura accueillies, acclamées et rendues immortel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Après son acquittement, je vous l'ai dit, Flaubert a été très déprimé. Voilà ce qu'il écrit dans une lettre. « J'ai donc fort envie de m'en retourner, et pour toujours, dans ma campagne et dans mon silence, et là, de continuer à écrire pour moi seul. Je ferai des livres vrais et corsés, je vous en réponds. L'insouci de la renommée me donnera une roideur salutaire. J'ai beaucoup perdu cet hiver. Je valais mieux il y a 1 an. Je me fais l'effet d'une prostituée. En un mot, le tapage qui s'est fait autour de mon premier livre me semble tellement étranger à l'art que je suis dégoûté de moi. De plus, comme je tiens infiniment à mon estime, je voudrais bien la garder et je suis en train de la perdre. Vous savez que je n'ai point le prurit de la typographie, je vivrais très bien sans elle, car il me paraît impossible d'écrire une ligne en pensant à autre chose qu'à mon œuvre. Mes contemporains se passeront de mes phrases, et moi, je me passerai de leurs applaudissements et de leurs tribunaux.